Donc, on va commencer rapidement. On va repartir du début. Donc, les relations historiques entre l'Ukraine et la Russie, de l'embryon qu'est l'État kievien jusqu'à l'Ukraine moderne. On parlera ensuite de l'Ukraine post-soviétique et des révolutions et de ce qui a conduit directement à la guerre du Donbass. Et puis on parlera de l'intervention russe qui a lieu actuellement, ce qui se passe actuellement, vraiment l'état du front, j'entends, les réponses de l'Occident, les buts de guerre et les issues possibles et les conséquences possibles de ce conflit. Et puis après, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, on pourra discuter un peu plus librement. Donc, bien sûr, les histoires des peuples russes et ukrainiens, elles se croisent avant même qu'on parle de Russie ou d'Ukraine. Hein. Kiev est au carrefour, de nombreuses routes commerciales sur les fleuves russes pour aller vers le monde musulman et pour aller vers l'Empire byzantin. Il y a un État kievien qui est fondé au Xe siècle par des Scandinaves venus de Suède, donc les Varegs, et qui vont former ce qu'on appellera plus tard la Russe de Kiev. Donc ça va être un État très puissant, hein, parce qu'il va contrôler la plupart des fleuves de l'Europe de l'Est actuelle. Et donc il va connaître une apogée vers le XIe siècle, avant au XIIIe siècle, à cause de divisions internes puis d'invasion, de s'écrouler. Cet État, ensuite, il va changer de main et il va être conquis en partie à l'ouest par la Pologne-Lituanie. Et donc, la culture polonaise catholique va commencer à infuser par le nord-ouest sur l'Ukraine actuelle, alors que le sud-est de l'Ukraine, lui, va être conquis par des peuples turco-mongols musulmans qui vont fonder des khanats, notamment le khanat de Crimée. Et donc, déjà, dès le XVIe siècle, va y avoir vraiment une division culturelle très forte entre le nord-ouest de l'Ukraine actuelle et le sud-est. Et c'est des divisions qu'on va retrouver, des divisions ethniques, linguistiques, qui vont encore avoir une influence aujourd'hui. Ensuite, du sud-est, les Turcs vont être chassés par les Russes qui vont russiser la région à partir du XVIIIe siècle. En parallèle, la culture ukrainienne va connaître une renaissance dans les zones nord-ouest, et donc on va aboutir au début du XXe siècle à une région qui, au nord-ouest, est de nouveau de culture ukrainienne, influencée par la culture polonaise catholique, où les gens parlent ukrainien, et un sud-est influencé par la Russie, avec des gens qui parlent russe, et qui sont plutôt tournés vers l'Orient, alors que les autres sont historiquement plutôt tournés vers l'Occident. Ensuite va venir la Première Guerre mondiale. Donc, vous le savez bien sûr, les empires centraux, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne vont affronter la Russie sur le front Est. Suite à la révolution de février en 1917, donc il va renverser le tsar, l'Ukraine va être brièvement autonome et va être fondée, suite au traité de Brest-Litovsk, qui est le traité de paix entre les empires centraux et la Russie, une république populaire d'Ukraine qui, pareil, cherche plutôt à se calquer sur sur un modèle social-démocrate influencé par l'Europe de l'Ouest, alors que va se former autour de la ville de Kharkov dans l'Est. On peut faire des parallèles extrêmement intéressants, hein, déjà dans le conflit du Donbass actuel, entre un Est qui fait sécession et qui cherche à se rapprocher de la Russie qui à l'époque est bolchevique, et la République populaire d'Ukraine qui est plutôt occidentalisée à l'ouest. Avec le soutien des bolcheviks, la République socialiste d'Ukraine à l'est arrivera à vaincre les armées blanches de l'ouest de Dénikine. Les Russes blancs se battent aussi en Ukraine, seront battus. Les armées noires de Makhno, qui sont des communistes libertaires, seront aussi battus par les bolcheviks. Et donc l'Ukraine, au tournant des années 1920, va se rattacher
à la Russie soviétique, et en 1922, l'URSS va être déclarée. Et donc, l'URSS, c'est quoi? C'est un État fédératif dans lequel il y a des républiques socialistes soviétiques, et notamment la République socialiste soviétique d'Ukraine, la RSS d'Ukraine. Quand j'utiliserai l'abréviation RSS, ça veut dire République socialiste soviétique. C'est donc, si vous voulez, les bolcheviks, dans le cadre de cette fédération d'États, vont donner des attributs de souveraineté aux différentes républiques socialistes, comme des parlements. Mais ils vont déjà faire les découpages administratifs un peu à l'arrache, pour parler vulgairement, c'est-à-dire qu'ils vont pas vraiment tenir compte des spécificités linguistiques et culturelles. Et puis en plus tard, ces frontières seront manipulées entre guillemets par Staline notamment, qui par exemple va intégrer à la République socialiste soviétique d'Ukraine la ville de Kharkov qui est russe, pour ajouter du poids démographique aux Russes au sein de la République socialiste soviétique d'Ukraine, pour essayer de limiter les velléités nationalistes des Ukrainiens. Parce que bien sûr, la République populaire d'Ukraine n'est pas loin, c'est 1917, et donc il y a encore des revendications nationalistes très fortes. Après, au début, ils étaient relativement conciliants, les soviétiques, mais Staline va mettre en place une politique, entre guillemets, de désukrainisation. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont interdire les enseignements et les publications en ukrainien, parce qu'ils ont peur justement que ça fragilise l'URSS et que ça permette une progression de la culture ukrainienne au sein de cette République socialiste. Ils vont aussi être très fermes pendant la dékoulakisation. Alors, la dékoulakisation, c'est, si vous voulez, c'est la lutte contre les paysans qui résistent à la collectivisation des terres. L'URSS a décrété que les terres devaient être collectivisées, et donc certains propriétaires paysans qui étaient propriétaires de leurs terres se sont opposés, bien entendu, à cette collectivisation. Et donc les soviétiques ont mis en place une répression qui a été particulièrement féroce en Ukraine. Ensuite, dans les années 20 et 30, l'URSS a été traversée par les famines, et toujours pour affaiblir les revendications ukrainiennes, la Russie a organisé, a amplifié les famines en Ukraine. Donc c'est ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, qu'on peut traduire par extermination par la faim, qui fera 2 à 5 millions de morts. C'est pas rien. Hein. Donc les persécutions vont continuer aussi par d'autres biais, par exemple les politiques d'athéisme d'État, où les croyants un peu trop revendicatifs pouvaient finir en camp de travail aux côtés des nationalistes ukrainiens. On avance, on fait une petite avance, on va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc bien sûr, l'Ukraine a été envahie, comme tout le reste de l'URSS, par l'Allemagne nazie. Les nazis ont été accueillis en héros au début, en libérateurs par les Ukrainiens. Bon, après, on peut les comprendre dans un premier temps, vu les horreurs qu'ils avaient subies pendant les premières années de l'ère stalinienne. Ils vont bien sûr rapidement déchanter à cause des mauvais traitements. Quand même, c'est notable, 200 000 Ukrainiens se battront aux côtés des Allemands, c'est pas rien. Qui pays participeront à l'effort de guerre allemand, mais quand même, c'est vraiment la résistance à l'occupation allemande qui va prendre le pas vraiment à partir de 1942-1943, et donc les Allemands vont être chassés avec le concours de partisans et de mouvements indépendantistes nationalistes ukrainiens qui veulent, à la fin de la guerre, recréer un État ukrainien. Bien sûr, le pays sort ravagé. La RSS d'Ukraine, c'est la deuxième république fédérative la plus peuplée du RSS après la RSS de Russie. Et donc, il y a 7 millions d'Ukrainiens qui meurent pendant ce conflit. Donc, après la guerre, les mouvements indépendantistes continuent sporadiquement pour revendiquer l'indépendance de l'Ukraine. Et en fait, ils cesseront vraiment complètement qu'en 1954, à la mort de Staline. Vous le savez, probablement, à la mort de Staline, c'est Khrouchtchev qui prend la suite. Et Khrouchtchev, il est né à Koursk. Koursk, c'est à peu près 100 km, je dirais, de la frontière ukrainienne. C'est, à part Belgorod, c'est la grande ville russe la plus proche de l'Ukraine.
Khrouchtchev d'ailleurs passera plusieurs années en Ukraine via des affectations et donc il a une relation particulière avec l'Ukraine et dans le but d'apaiser les tensions provoquées par les exactions soviétiques et par les revendications historiques nationalistes de l'Ukraine. Il développe économiquement l'Ukraine via des investissements, mais aussi il fait un cadeau symbolique qui est le cadeau de la Crimée. Donc, c'est-à-dire que la Crimée appartient à la RSS de Russie. Elle est peuplée de Russes qui parlent russe et qui se sentent russes, mais ils vont changer administrativement le rattachement de la Crimée pour la donner à l'Ukraine. Qui ne pose absolument aucun problème puisque les deux républiques socialistes font partie de l'URSS et donc en pratique ça ne change rien. Les Russes ont toujours accès au port de Sébastopol qui est le port militaire le plus important pour la Russie parce que c'est son port principal en mer chaude. C'est une constante historique de la géopolitique russe, c'est acquérir des ports en mer chaude parce que en mer du Nord, en mer Baltique, c'est gelé la moitié de l'année. Donc, vous ne pouvez pas sortir votre flotte militaire quand vous en avez besoin. C'est chiant pour manœuvrer. Il y a des accidents. Donc, ils ont besoin d'un accès à la mer Noire pour avoir un accès à la Méditerranée, puis après avoir un accès à l'Atlantique, pouvoir projeter une force maritime. Donc, ça ne pose absolument aucun problème aux Russes, aux Soviétiques, de transférer administrativement la Crimée à l'Ukraine au sein de l'URSS. Donc, comme je le disais, il va y avoir aussi, dans la continuité d'investissements qui ont été faits sous Staline, énormément d'investissements économiques. Donc, notamment, il va y avoir des constructions de centrales nucléaires. Donc, la plus connue, bien sûr, c'est à cause de l'accident, c'est Tchernobyl. Il va y en avoir bien d'autres. Les Ukrainiens ont le 8e parc nucléaire au monde. Ils vont construire des barrages sur le Dniepr, qui est le fleuve principal qui coupe en deux l'Ukraine. Il va y avoir des investissements miniers massifs dans le Donbass, d'ailleurs. C'est une province extrêmement fertile et c'est pour ça qu'elle a beaucoup intéressé au cours de l'histoire en plus de sa situation géographique. C'était le grenier à blé de l'URSS et c'était 25-30% de la production de tout l'URSS et les élites ukrainiennes vont être intégrés aux élites bolcheviques moscovites, dont notamment Brejnev vient d'Ukraine, il gouvernera quand même l'URSS pendant 18 ans. On va refaire une avance rapide, on va aller jusqu'à la dislocation de l'URSS en 1991. Donc la Russie sort bien sûr complètement détruite de l'expérience soviétique, c'est-à-dire qu'elle a toutes ces républiques socialistes qui déclarent au fur et à mesure leur indépendance. Et donc la dislocation de l'Empire soviétique est actée par les accords de Minsk en 1991. Donc l'Ukraine devient un État indépendant. D'ailleurs, brièvement, elle garde les armements nucléaires qui étaient stationnés sur son sol. Donc en fait, brièvement, l'Ukraine devient un État extrêmement puissant. Donc ça sera de courte durée, bien sûr, parce qu'il y aura un accord qui sera signé, ça s'appelle le Mémorandum de Budapest, entre l'Ukraine et la Russie et d'autres républiques socialistes pour que la Russie récupère ses armements en échange d'une garantie du respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et là, la Russie fait une énorme erreur, c'est celle de pas exiger le retour de la Crimée. En fait, il décide de louer le port de Sébastopol à l'Ukraine pour continuer à l'utiliser. Mais il n'exige pas ou il négocie pas pour le récupérer en n'anticipant pas que l'Ukraine pourrait un jour devenir hostile à la Russie et qui perdrait ce point stratégique qui est absolument essentiel pour eux. Ce qu'il faut comprendre aussi, donc là on a beaucoup parlé de l'Ukraine, on a parlé de la Russie, mais surtout via ce qu'elle faisait en Ukraine et ses relations avec l'Ukraine. Là on va parler de la Russie elle-même un peu. La dislocation de l'URSS amène les soviétiques à se poser beaucoup de questions, et notamment celle de leur relation avec les États-Unis et l'OTAN
après le démembrement de l'URSS. Les Russes négocient, Mikhail Gorbatchev négocie avec les Américains et obtient d'eux l'assurance que l'OTAN ne s'étendra pas plus vers l'Est. Historiquement, la Russie, elle a voulu faire quoi ? La plupart des invasions sont venues par l'Ouest, la Pologne-Lituanie, les guerres avec la Suède, la Première Guerre mondiale avec les empires centraux, l'attaque de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, historiquement, les invasions sont venues vers l'Ouest pour la Russie. Donc, elle a souvent cherché à constituer des États tampons, que ce soit par une domination directe comme avec l'URSS ou via des États alliés à l'Ouest pour faire tampon avec ses ennemis. Et donc, les Russes sont très inquiets qu'à la dislocation de l'URSS, les anciennes républiques socialistes soviétiques rejoignent l'OTAN. Donc, ils obtiennent la promesse des Américains que ça ne sera pas le cas. Encore une erreur de la part des Russes, c'est de pas avoir fixé ça sur le papier par un traité. Ils se sont contentés d'assurances orales. Manifestement, ça a été une erreur. Bien sûr, donc sous Eltsine, c'est un drame économique et politique pour la Russie. Hein. Il faut se rendre compte que le PIB par rapport au PIB qu'ils avaient sous l'URSS est divisé par 4-5, que certains ministres vont chercher leurs ordres directement à l'ambassade américaine, et le pays est en fait vendu à la découpe, soit à des entreprises étrangères, soit à des oligarques russes qui acquièrent une puissance démesurée. En fait. Ça va être Poutine, il prend le pouvoir à la toute fin de 1999, début 2000. Ça va être la première tâche de Vladimir Poutine, en fait, de restaurer le pouvoir de l'État russe contre celui des oligarques. Et au début, Poutine, il va être relativement demandeur d'un rapprochement avec les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il va proposer l'établissement d'un marché unique entre la Russie et l'Union européenne. Il va même aller jusqu'à proposer de rejoindre l'OTAN. Mais les Américains, eux, refusent. Les Européens aussi refusent d'ailleurs. Mais surtout les Américains refusent et sont plutôt dans l'optique, suite à la chute de l'URSS, d'humilier la Russie et vraiment de profiter au maximum tant que la Russie est à terre pour s'étendre et acquérir le plus de puissance possible. Donc, ils vont faire rentrer dès 1990 l'Allemagne de l'Est dans l'OTAN. Et puis, en 1999, ils vont faire rentrer la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie dans l'OTAN. Et en 2004, ils vont... voilà, c'est une période où la Russie est toujours demandeuse d'un rapprochement. Alors qu'ils avaient promis de ne pas le faire, ils font rentrer les pays baltes qui sont là limitrophes de la Russie. Et donc là, c'est vraiment une violation claire de leurs promesses. Et les Russes perçoivent ça vraiment comme une menace. Parce que, comme je vous l'ai dit, historiquement, ils veulent se constituer une zone de protection à leur ouest. Et là, ils ont des pays qui appartiennent à une alliance ennemie collés à leurs frontières. Et là, il va y avoir un tournant en 2007 où Poutine fait un discours au Forum de sécurité de Munich où, en fait, il explique que l'unilatéralisme américain, ce n'est plus possible et que s'il faut, la Russie devra s'armer pour se défendre et que s'il faut faire la guerre, il affronte. Les États-Unis, toujours dans l'optique de profiter de l'affaiblissement temporaire de la Russie, hein, parce que la Russie n'a pas restitué toute sa puissance encore à cette époque, ils cherchent à déstabiliser des pays alliés de la Russie, notamment la Géorgie. La Géorgie est embêtée par des mouvements séparatistes russes dans deux régions, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Et donc, le président géorgien obtient l'assurance du soutien américain et donc décide d'intervenir en 2008 contre ces provinces séparatistes. Mais la Russie, qui s'est rendue compte du fait qu'elle n'arrivera pas à construire une relation durable et saine avec les États-Unis, dit là c'est trop et intervient en Géorgie pour rétablir les droits, ça se débat, mais en tout cas, en soutien à la cause des républiques séparatistes,
obtient le cessez-le-feu et le fait que les deux républiques obtiennent tous les territoires qu'elles revendiquent. Et ce soutien, ces déstabilisations américaines, elles vont aussi se matérialiser en Ukraine. Donc l'Ukraine, dans un premier temps, après la chute de l'URSS, elle est relativement soumise au pouvoir russe. À partir de 2004, il y a une élection présidentielle qui oppose Viktor Yanukovych, qui est un candidat pro-russe, et Viktor Yushchenko, qui est lui un candidat pro-Occident en fait. Yanukovych, le pro-russe, va gagner l'élection, mais l'élection va être contestée par l'opposition. Il va y avoir des émeutes qui vont éclater et Viktor Yushchenko et sa future première ministre Yulia Tymoshenko vont utiliser ce mouvement pour provoquer une deuxième élection qui gagneront. Donc c'est ce qu'on appellera la révolution orange. Donc cette campagne pour une seconde élection, elle a largement été appuyée par les États-Unis financièrement. Il y a un article de Fox News qui malheureusement n'est plus disponible qu'en Wikicache aujourd'hui, qui fait état d'un soutien de 4 milliards de dollars quand même, où il y a eu des accords qui ont été passés avec des oligarques ukrainiens pour les faire basculer du côté pro-Occident. Et donc sous le mandat de Yushchenko, va y avoir une politique progressive de rapprochement économique et politique vers l'Occident qui va être mise en place. En 2010, il y a une nouvelle élection et Yanukovych, cette fois, gagne, donc le pro-russe, et donc il revient sur ces politiques qui avaient été mises en place par son prédécesseur et recommence à se rapprocher de la Russie. Et là, les pro-occidentaux décident d'organiser une révolution. C'est le mouvement Euromaïdan, la révolution de Maïdan, qui a lieu en 2014, où en fait la frange pro-démocratie, pro-Occident, mais aussi appuyée par des mouvements nationalistes d'extrême droite, il faut le dire clairement, quand Poutine parle de dénazification, certes le président actuel n'est pas un nazi, il faut toute raison de garder, mais les pro-Occident se sont largement appuyés et se sont alliés avec des mouvements néo-nazis qui n'hésitaient pas à arborer des croix gammées, à se revendiquer des collaborateurs qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui disent, alors c'est leurs mots, ce ne sont pas les miens, mais qui veulent chasser, je cite, les Polonais, les Russes et les Youpins. Et donc ces mouvements vont se matérialiser notamment dans le parti Svoboda, dans le bien connu le régiment Azov, qui est un régiment de volontaires qui se bat dans le Donbass et qui est accusé de multiples violations des droits de l'homme. Il est lui-même issu d'un groupe paramilitaire qui s'appelle Patriotes d'Ukraine, qui est l'émanation militaire d'un parti qui s'appelle Assemblée sociale nationale. On retrouve un vocable connu. Et en fait, il va y avoir un repli identitaire, ukrainien de ce gouvernement pro-Occident qui va en fait exacerber l'identité ukrainienne. Et comme je l'ai dit au début, le problème de l'Ukraine, en fait, c'est que c'est un pays multiculturel avec un nord-ouest ukrainophone qui se sent ukrainien et qui est pro-Occident, et un sud-est russophone qui se sent plutôt russe, qui accepte de vivre au sein de l'Ukraine, mais voilà, qui a un amour très profond, un attachement très fort envers la Russie. Ce identitaire, il va se matérialiser par des politiques, et notamment la suppression du russe comme seconde langue officielle dans les provinces russophones. Et là, ça va mettre le feu aux poudres, et des groupes d'autodéfense vont commencer à se former dans tout le sud-est et en Crimée. Faut savoir aussi, important à comprendre, la Crimée est en fait une république autonome au sein de la République d'Ukraine. C'est-à-dire qu'au moment du démantèlement de l'URSS, il y a eu des mouvements séparatistes russes en Crimée, et pour calmer les choses, l'Ukraine a dit aux Criméens « vous restez dans la
vous restez dans la République ukrainienne, mais vous avez votre République autonome avec une liberté politique très large, vous avez un parlement, et donc il y a une République autonome de Crimée. Donc il y a des groupes d'autodéfense qui se forment, et la Russie commence à être désignée comme ennemie par l'armée ukrainienne, et là, cette République autonome de Crimée, en fait, elle décide de déclarer son indépendance. Elle dit, nous avons déjà les attributs d'un État souverain, nous acceptions d'être au sein de l'Ukraine car on acceptait la culture russe et on était alliés des Russes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, nous partons. Et donc, ils vont organiser un référendum d'autodétermination qui sera gagné, et un référendum de rattachement à la Russie qui sera gagné aussi. Il faut savoir que des troupes russes ont été déployées en Crimée, mais qui ont été déployées en Crimée après la déclaration d'indépendance de la Crimée, et que les Russes ont justifié ça, et ça peut se défendre comme la volonté de faire en sorte que l'armée ukrainienne, qui s'était elle-même retirée de Crimée, n'intervienne pas dans le processus électoral. Il est probable que le référendum ait été truqué, mais aujourd'hui, tous les spécialistes s'accordent sur le fait que les référendums auraient été gagnés dans tous les cas. Le cas du Donbass est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de statut de république autonome. Et là, donc, c'est des régions qui vont prendre les armes pour demander une autonomie politique. Donc, c'est-à-dire, ils vont déclarer deux républiques, la République de Donetsk et la République de Louhansk, qui sont les deux villes principales du Donbass. Et donc, au début, ils ne demandent absolument pas de se détacher de l'Ukraine, mais ils demandent une autonomie politique, notamment en matière de langue, pour pouvoir, par exemple, enseigner en russe à l'école. Les combats entre les loyalistes et l'ukrainienne, et entre les loyalistes ukrainiens et les autonomistes pro-russes vont s'engager. Et il va falloir attendre septembre 2014 pour qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit signé via le protocole de Minsk, donc le premier. Donc à ne pas confondre avec l'accord de Minsk qui entérine la dissolution de l'URSS. Il prévoit notamment la cessation des combats, des amnisties pour les dirigeants et les soldats séparatistes, la réforme constitutionnelle de l'Ukraine, notamment où ce soit entériné définitivement le fait que les provinces autonomes aient le droit de décider par exemple de la langue en matière d'éducation et des prérogatives politiques étendues. Et l'accord prévoit aussi l'établissement d'un gouvernement provisoire à l'Est et le retrait des troupes étrangères. Le premier protocole de Minsk il n'est pas respecté par aucun des deux partis. En fait, il y a des violations multiples des cessez-le-feu des deux côtés. En fait, les combats continuent. L'Ukraine, elle refuse ouvertement de mettre en place les décrets d'amnistie. Elle proteste contre la tenue des élections dans les républiques séparatistes sous prétexte qu'elles sont tenues 2 semaines plus tôt. Et les combats, ils reprennent. Les séparatistes continuent d'avancer, alors que dans un premier temps, ils reculaient, mais avec le soutien de supplétifs russes, enfin avec le soutien de militaires sans uniforme, de militaires russes, les séparatistes continuent d'avancer. Les combats, ils sont stoppés quelques mois plus tard, en février 2015, par le protocole de Minsk II, qui fixe un cessez-le-feu au 15 février. Les combats continuent quand même jusqu'au 24, jusqu'à ce que les séparatistes ils décident de tendre la main aux loyalistes en retirant en premier leurs armes lourdes. Le conflit se gèle et il y a des pas qui commencent à être faits des deux côtés. Le Parlement ukrainien il reconnaît une autonomie politique partielle aux républiques séparatistes. La coopération économique, comme spécifié dans les accords, est mise en place. Les accrochages se font beaucoup plus rares. Il y a de temps en temps des escarmouches, bien entendu, mais les combats dans l'ensemble cessent. La Russie retire pas ses paramilitaires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle considère qu'elle n'est pas intégrée dans l'accord, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'elle a un statut seulement d'observateur et elle n'est pas vraiment partie, elle ne fait pas vraiment partie de l'accord. Donc elle ne retire pas ses troupes. En 2017 déjà, donc voilà, entre 2015 et 2017, il y a une grosse accalmie. En 2017, en violation des accords, les Ukrainiens ils décident subitement d'un embargo économique sur les provinces pro-russes.
La situation elle commence surtout à se retendre en 2019 avec l'élection du président actuel, Zelensky, qui voilà, lui est clairement a des opinions nationalistes, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment à unifier culturellement l'Ukraine, à faire la promotion de la langue ukrainienne au détriment des minorités linguistiques et ethniques russes, qui sont un peu reléguées, on ne va pas se mentir, à un statut de citoyen de seconde zone. Et il décide unilatéralement, en violation des accords et des décrets qu'ils avaient votés eux-mêmes 4 ans plus tôt, de limiter l'autonomie des provinces autonomistes. Et là, bien sûr, la situation elle commence à se tendre progressivement en 2019, puis en 2020. Les Ukrainiens ils commencent à se retirer carrément des groupes de négociation. Tout s'accélère. Hein. La Russie, les Ukrainiens attaquent violemment les Russes verbalement. Les Russes disent que c'est plus possible de négocier. Ils diffusent des négociations confidentielles avec la France et l'Allemagne. Zelensky, il prend un décret qui affirme la volonté de réintégrer pleinement les provinces autonomistes au sein de l'Ukraine, et ils se mettent à acheter des armes à l'OTAN, notamment des missiles Javelin américains, qui sont des missiles anti-chars très performants, et des drones turcs aussi. Donc voilà, suite en parallèle de cette aggravation, bien sûr, la Russie, en voyant la montée des tensions et en voulant se donner toutes les cartes en main, elle cherche à continuer à négocier, mais elle monte bien sûr en parallèle une opération militaire. Elle commence dès 2020 à monter une opération militaire, probablement, à la planifier du moins. Donc, voilà, ça c'est les causes historiques et politiques qui vont amener au conflit actuel. Il y a des causes géostratégiques et économiques, bien sûr, dans cette guerre. C'est-à-dire que, outre la protection des minorités russophones et une vision historique de l'Ukraine comme berceau du peuple russe, à cause de la Russie de Kiev, je rappelle quand même que quand Pierre le Grand se fait sacrer empereur de Russie, il se fait sacrer empereur de toutes les Russies. Et qu'il ne se fait sacrer empereur de toutes les Russies que quand ils annexent l'Ukraine, c'est la Russie blanche. Non, ça c'est la Biélorussie, pardon. C'est la nouvelle Russie, là, l'Ukraine. Et donc l'Ukraine est considérée comme berceau de la Russie et partie intégrante de la Russie historiquement par les Russes. Ils considèrent un peu comme leur petit frère. Mais il y a des causes économiques et stratégiques qui viennent de ça. Donc, comme je l'ai dit, bien sûr, l'accès aux mers chaudes pour la Russie. Et bien sûr, ils sont très frileux d'avoir l'OTAN à leurs frontières. Géographiquement, l'Ukraine, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que la frontière entre l'Ukraine et la Russie, c'est très difficilement défendable parce que c'est des plaines. Géographiquement, l'Ukraine fait une sorte de saillant qui s'enfonce un peu dans le territoire russe. Si vous mettez des missiles là, vous avez Moscou qui a 5-6 minutes de vol de missiles nucléaires. Stratégiquement, pour la Russie, c'est une ligne rouge parce que c'est une menace. Rien que le fait de perdre Sébastopol, déjà, c'est une menace inacceptable. Et le fait que les Américains puissent mettre des missiles là, c'est aussi inacceptable pour eux. Cette guerre, elle n'intervient pas. Cette guerre, elle a aussi des motivations économiques. Comme je l'ai dit, hein, c'est un pays qui est très riche, l'Ukraine, notamment en minerais. Hein, je peux vous faire la liste. Hein, c'est le premier producteur européen d'uranium, le deuxième producteur européen de titane, c'est le deuxième producteur mondial de minerais de fer et de manganèse, le deuxième producteur européen de mercure et de gaz, le septième producteur de charbon. En total de ressources minières extraites, ils sont quatrièmes mondiaux. Ils ont aussi une industrie importante, c'est-à-dire que c'est le quatrième constructeur mondial de turbines nucléaires. Ils ont le 8e parc nucléaire civil au monde. Comme je l'ai dit, c'était le grenier à blé de la Russie. Ils ont toujours une production agricole extrêmement importante parce qu'ils ont parmi les terres les plus fertiles au monde. Ils ont 12% de la production mondiale de maïs et 13% de la production mondiale de blé, par exemple. Donc voilà, il y a des intérêts économiques qui se greffent aux intérêts géostratégiques et ça a probablement influé sur la décision d'intervenir militairement ou pas. Faut comprendre aussi que
cette intervention russe, elle n'a pas lieu à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on est dans un moment sensible en France parce qu'il y a la campagne présidentielle qui arrive. Donc ça va s'inscrire dans... Sûrement ça va infuser dans la campagne, ce conflit en Russie. Les Anglais aussi sont empêtrés avec Boris Johnson est empêtré dans le Partygate au Royaume-Uni. Il y a dans la totalité des pays occidentaux une lutte contre l'inflation qui est en train d'essayer de se mettre en place. Scholz en Allemagne a une majorité fragile et puis il est arrivé depuis pas très longtemps. Hein, donc en fait c'est une situation extrêmement opportune pour les Russes et surtout les Américains sont en voie de reconstruction, de restructuration de leur réponse stratégique aux menaces qui pèsent sur les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils se sont retirés du Moyen-Orient, notamment parce qu'ils sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole via l'extraction du gaz de schiste. Et donc, ils se retirent du Moyen-Orient et ils cherchent à restructurer leur réponse stratégique vers l'Asie pour contrer la menace chinoise. Et la Russie, dans cette configuration, cherche à tester jusqu'où elle peut aller. Et les Américains cherchent à voir jusqu'où les Russes sont prêts à aller et voir quelles réponses ils doivent absolument apporter pour savoir ce qu'ils vont utiliser comme force en Asie pour contenir la menace chinoise, notamment sur Taïwan. Faut aussi comprendre que la Russie, elle n'est pas du tout dans la même situation de 2014 où elle a subi des sanctions. Maintenant, l'économie russe est tournée vers l'autosuffisance, presque vers l'autarcie. Et donc, ils sont beaucoup plus à même de résister à des sanctions. Il y a eu une première phase où les Russes ont méthodiquement frappé les infrastructures militaires ukrainiennes. Il y a eu des bombardements sur des dépôts de munitions, des aérodromes, des QG de campagne, des QG de commandement de l'armée, des systèmes de défense antiaériens. Il y a eu des piratages contre différents systèmes informatiques. Et donc, ça, c'est une première phase. Donc, il y a eu bien sûr sur les fronts nord, sud et est une pénétration des troupes russes sur le territoire ukrainien. Sachant que il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que pour l'instant il y a des avancées assez modestes. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. Pour l'instant, donc les zones en rouge sont les zones dans lesquelles les Russes ont avancé. On voit que l'avancée est quand même relativement modeste, sauf dans le sud où ils ont réussi à sécuriser le sud de la Dniepr. Les Russes s'approchent de Kiev, mais pour l'instant, on estime qu'il y a seulement une partie des troupes russes qui sont déployées. On a probablement affaire à de grosses avant-gardes qui sécurisent des têtes de pont et des points stratégiques, et le reste de l'armée embrayera après. Les menaces, bien sûr, les plus importantes, c'est sur la capitale Kiev qui se situe ici, et sur Kharkov, qui est la deuxième ville du pays, avec un risque, bien sûr, d'encerclement, où il y aurait une jonction sur la Dniepr entre les armées sud et les armées kazakhs du nord-est pour couper tout l'est du pays. Donc ça, c'est la situation actuelle. C'est la situation actuelle sur le conflit. Surprenamment, enfin en tout cas moi je ne m'y attendais pas. Les Ukrainiens semblent résister mieux que prévu. C'est-à-dire que déjà ils ont beaucoup été aidés par le matériel américain qu'ils ont acheté, notamment les missiles Javelin que j'ai cité tout à l'heure. Et donc les Russes ont perdu beaucoup plus de troupes et surtout de matériel blindé qu'on s'y attendait. On a vu plusieurs fois, notamment au nord de Kiev, des colonnes entières de camions russes et de blindés légers russes se faire détruire. Les Ukrainiens revendiquent aussi, par exemple, d'avoir abattu 2 avions de transport, sachant que ces modèles transportent environ 150 parachutistes.
2 avions de transport russes. Donc les Russes ont des pertes plus importantes qu'attendues. Et on estime, les Anglais estiment qu'il y a 450 morts côté russe pour à peu près 150 côté ukrainien. Les Ukrainiens, eux, en revendiquent 3500. Bon, c'est probablement beaucoup moins, mais on voit que les pertes russes sont significativement supérieures à celles des Ukrainiens. Ce qui laisse aussi penser que les Russes ont plus de pertes que prévu, c'est qu'ils ont émis une sorte d'ordre de mobilisation à l'égard des médecins en Russie et qui seront transférés sur le front. Donc, soit c'est parce qu'ils ont plus de morts que prévu, soit c'est parce qu'ils attendent à ce qu'il y en ait beaucoup pour la deuxième phase du conflit, c'est-à-dire la prise d'assaut des villes de Kiev et de Kharkov, essentiellement. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est probablement des avant-gardes avec des premiers points stratégiques, sécurisés. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé sur le front hier parce que les Russes ont essayé d'établir un dialogue avec les Ukrainiens. Ils avaient l'espoir de pouvoir négocier, donc ils ont arrêté les mouvements de troupes et les bombardements. Enfin, ils ont largement limité. Finalement, ces négociations ne se sont pas faites, et donc là, le conflit devrait reprendre de plus belle. Je rappelle que du côté ukrainien, ils ont déclaré la mobilisation générale pour tous les hommes de 18 à 60 ans, que des armes ont été distribuées à la population, que le ministère de la Défense a donné des instructions aux civils dans les zones de combat de fabriquer des cocktails Molotov pour les jeter sur les troupes russes. Il y a une motivation qui semble extrêmement importante du côté ukrainien, nettement moins quand même du côté russe. On va parler un peu de la réponse occidentale quand même à cette invasion, c'est important. Les pays occidentaux, bien sûr, ont vivement protesté contre l'invasion par la Russie. L'Europe, elle a timidement bloqué les avoirs de Poutine et des dirigeants politiques et militaires de la Russie. C'est des sanctions qui sont classiques, mais qui sont relativement peu efficaces, honnêtement. Poutine, à titre personnel, il est milliardaire, donc qu'on lui gèle ses avoirs qui transitent en France, il s'en fiche un peu, je suppose. Donc les avoirs qui se situent en Europe ne peuvent pas être rapatriés en Russie et les fonds ne peuvent plus circuler dans les pays européens. L'Europe a aussi interdit à la Russie d'emprunter de l'argent, ça c'est plus important sur les marchés financiers européens. Donc ça a fait monter les taux de rendement des obligations russes. Il y a des mesures similaires qui ont été prises aux États-Unis, bien sûr. L'Europe a interdit la vente de certaines technologies stratégiques aux Russes, notamment dans le secteur de l'aéronautique et de l'armement, bien sûr, dans les hautes technologies, dans la production énergétique, dans les logiciels informatiques. Certains pays européens, comme l'Angleterre, ont décidé d'interdire les vols aux compagnies russes. Les Russes ont fait pareil avec les vols en provenance d'Angleterre, enfin de compagnies anglaises. Les Américains ont sanctionné des banques et des fonds d'investissement russes. Honnêtement, la Russie, elle a accumulé depuis 2014 énormément d'or et de change dans des devises étrangères, à peu près 600 milliards, dans le but de se prémunir justement contre ces sanctions. En fait. Donc ça va affaiblir l'économie russe, mais comme elle s'est déjà restructurée autour d'une vision autarcique, en fait, ça va l'affecter, mais pas vraiment. L'Allemagne, de son côté, a annoncé geler le projet Nord Stream 2, donc c'est un projet de gazoduc qui est très important pour acheminer du gaz de Russie vers l'Allemagne via la mer du Nord, en fait, la mer Baltique. Il va sûrement y avoir des sanctions, dans les jours qui viennent sur divers produits russes. Déjà le plus important des avoirs, la sanction vraiment qui pourrait avoir un impact, qui pourrait changer les choses, c'est l'exclusion des banques russes du réseau de messagerie interbancaire SWIFT, qui permet la communication et les échanges entre les banques du monde entier. Le fait de sortir la Russie du réseau SWIFT, ça pourrait avoir par contre des conséquences importantes sur les capacités de refinancement des banques russes. Et ça pourrait mettre à mal leur économie. Après, les Russes ont un peu anticipé ça en développant un système qui s'appelle FPFS. C'est un système qu'ils ont mis en place en 2017 en interne, qui est déployé déjà dans, je pense, à peu près la moitié du pays, et donc qui est une alternative à SWIFT pour que les banques russes déjà puissent continuer à fonctionner entre elles. Et il y a probablement déjà des passerelles qui sont mises en place, par exemple avec les Chinois.
Reste que la fiabilité de ce réseau, elle n'est pas éprouvée, qu'il existe des doutes sur sa véritable efficacité, etc., sur sa véritable fiabilité. Certains pays comme l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, refusaient que la Russie soit sortie de SWIFT. C'est en cours. Apparemment, ils seraient en train de changer d'avis parce qu'il y a une très forte pression internationale. Il faut savoir quand même que il y a des pays européens, notamment l'Allemagne, qui sont timides sur les sanctions avec la Russie parce qu'ils sont très dépendants énergiquement des approvisionnements en gaz et en charbon russe. Il faut savoir que 60-65% du gaz en Allemagne est importé depuis la Russie et 35% du charbon. Voilà. Donc le Royaume-Uni, lui, dans la lignée de sa tradition diplomatique, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, a été beaucoup plus agressif et beaucoup plus en accord avec les positions américaines, et ils ont menacé de démanteler pièce par pièce, une citation, l'économie russe. La France, nous, on a adopté une position particulière. Ça me paraissait important d'en parler parce que je pense que la diplomatie est un sujet qui m'intéresse quand même énormément. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, et j'ai lu beaucoup de diplomates qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Une telle humiliation diplomatique, en fait, c'est-à-dire, en fait, on a cherché à se poser en médiateur et d'organiser des négociations entre les deux parties. Le problème, en fait, dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée de se poser en arbitre. C'est-à-dire, c'est un peu dans la continuité de la tradition gaullienne où on défend les nations contre les grands empires. Mais en fait, on peut pas se poser en arbitre quand on fait partie quand on fait partie d'un camp, en fait. On a une position assumée pro-occidentale, et donc on peut pas être jugé parti. C'est-à-dire que si on tient pas une position originale, indépendante et non alignée, ça sert à rien, par exemple pour la Russie, d'aller négocier avec nous, alors qu'on est aligné sur la position américaine. Ils vont aller négocier directement avec les Américains, en fait. Donc les Russes n'avaient pas intérêt, dans ce cas-là particulier, à négocier avec nous. Aussi, le fait d'arbitrer, il faut avoir l'autorité, il faut être respecté pour sa puissance, en fait. C'est dire, faut cesser c'est imposer le fait de cesser l'escalade et de dire maintenant on parle, on discute. La France, au fur et à mesure du démantèlement de ses capacités militaires, on est par exemple dépendant de la Russie pour nos déploiements logistiques en Afrique. On est même plus vraiment sûr que notre dissuasion nucléaire fonctionne. On arrive à rater des tirs de missiles nucléaires tirés à froid pour faire des tests de tirs de missiles. Donc aujourd'hui, la France est beaucoup moins respectée diplomatiquement qu'avant, et on a voulu se donner un rôle. Alors qu'on n'a plus vraiment la politique de puissance qui va avec le rôle qu'on veut se donner. Et donc, les Russes nous ont snobés, on a été humiliés. Enfin, faut voir que dans la presse étrangère, c'est pas des mots qui sont employés dans la presse française, mais dans la presse étrangère, on parle ouvertement d'humiliation. Aussi, les pays de l'OTAN, France, États-Unis et Royaume-Uni en tête, ils ont envoyé des troupes dans les pays frontaliers de l'Ukraine, qui eux sont membres de l'OTAN, la Pologne, la Roumanie, les pays baltes, pour vraiment signifier à la Russie, nous n'interviendrons pas en Ukraine, mais la ligne rouge, c'est les pays de l'OTAN. Vous ne toucherez pas aux pays de l'OTAN. Voilà, on a déployé quelques forces. Bon, bien sûr, ça peut être critiquable, c'est-à-dire que dans le cas d'une escalade ou dans le cas d'une escarmouche, il y a un accident, ça peut conduire à une escalade, ça peut être problématique. Maintenant, on va parler un peu des buts de guerre et des issues possibles. Comment ça va se finir, en fait, cette histoire. Donc, bien sûr, je fais pas partie de l'état-major russe. Donc, tout cela est à prendre au conditionnel, mais je vais quand même essayer de vous donner des pistes et après on en discutera ensemble peut-être. Il est évident que les Russes, ils n'ont pas organisé une invasion avec 200 000 types, 300 000 pour repartir bredouille. Hein. La Russie, elle va exiger au minimum la reconnaissance de la souveraineté des républiques de Donetsk et de Louhansk, et éventuellement qu'elle puisse faire un référendum de rattachement à la Russie. Éventuellement, moi ça me paraît probable, une reconnaissance par l'Ukraine de la souveraineté de la Russie sur la Crimée. Il est bien sûr très très probable que les républiques séparatistes récupèrent l'entièreté des oblasts, des régions administratives qu'elles revendiquent en fait. Hein. La république séparatiste de Donetsk et de Louhansk, elle contrôle qu'une partie des régions qu'elle revendique à cause des combats.
Ensuite, c'est plus sur le devenir du reste de l'Ukraine qui est un flou, en fait. Les Kharkov est vraiment collé à la frontière russe. C'est une ville russophone. Il est possible que la Russie, par exemple, souhaite l'annexer. Et la question, c'est jusqu'où est-ce qu'ils iront? Est-ce qu'ils se rabattront, enfin, est-ce qu'ils annexeront toute la partie est de la Dniepr, à peu près la moitié du pays, sachant que ça mettrait Kiev vraiment, enfin, ça collerait Kiev à la frontière russe, et donc les Ukrainiens sont pas forcément susceptibles d'accepter ça, ou alors est-ce qu'ils iraient plutôt vers une annexion des régions russophones? Je peux vous partager mon écran de nouveau. Hop. Donc, voilà, donc, il est possible, donc Kharkov se situe là, c'est la deuxième ville du pays, comme je l'ai dit. Il est possible que les Russes revendiquent une partie de ce territoire à l'est de la Dniepr, mais ça serait très problématique pour les Ukrainiens parce qu'ils seraient collés à la frontière, de la Russie. Ou alors les régions russophones se trouvent là, en fait, sur la zone assurée. C'est déjà un peu plus probable, peut-être qu'ils prendront que les régions russophones de l'est de la Dniepr, du Dniepr, en fait. À voir, hein. On ne sait pas. Si ils vont jusqu'à annexer toutes les régions russophones de l'Ukraine, il est tout à fait possible que dans les années à venir, il y ait une intervention russe en Moldavie. Parce que là, il y a des mouvements pro-russes, c'est tout à fait possible. Mais ça, on en parlera juste après. Je réarrête le stream. Où on en était. Donc bien sûr, les territoires qui seront annexés ensuite par la Russie, ça dépendra du déroulé de la guerre et du nombre de pertes. Hein. C'est-à-dire que si la Russie ou l'Ukraine perdent énormément d'hommes, ça influera forcément sur les négociations. La communauté internationale s'en mêlera, c'est sûr. Et les Américains, il est probable qu'ils laissent filer une partie de l'Ukraine, par exemple, en échange d'un renforcement de leur présence dans les pays baltes, de la sanctuarisation des pays baltes, où ils déploieraient plus de troupes et éventuellement des armes stratégiques, des armes nucléaires. Ce qui est agité dans les médias, la Russie qui annexe l'ensemble de l'Ukraine, enfin, pour moi, c'est un fantasme. C'est-à-dire que la Russie va pas s'embêter de régions ukrainiophones. Ils ont aucune assise populaire, où ils ont personne, où ils n'ont pas de population russophone. Ils vont pas s'embêter de ces régions où il y aura une résistance, au nouveau pouvoir qui sera extrêmement forte. Par contre, il est probable que la Russie tente d'imposer un nouveau gouvernement qui lui sera plus fidèle. Et donc là, la question s'est posée du devenir de Zelensky, le président ukrainien, car il est resté sur place. Il est possible, honnêtement, il est possible qu'il soit tué. Je pense que ça serait une très grosse erreur, mais il est possible qu'il soit tué. En tout cas, il y aura très probablement l'imposition d'un nouveau gouvernement par les Russes, éventuellement l'imposition aussi d'une réforme constitutionnelle. C'est-à-dire que c'était une des pistes de désescalade qui était proposée par la Russie, c'était de faire de l'Ukraine un État fédéral avec un droit de veto pour les régions. Comme ça, les régions russophones auraient pu mettre leur veto sur la rentrée dans l'OTAN. Donc il y aura probablement, si l'ensemble des régions russophones ne sont pas annexées par la Russie, il y aura probablement une réforme constitutionnelle dans ce sens, aussi peut-être une réforme constitutionnelle qui spécifie ouvertement que l'Ukraine ne peut pas rejoindre l'OTAN. Paradoxalement, le plus gros risque pour autre chose d'abord. Aussi, la grande inconnue, ça va être la durée de la guerre et la manière dont les Russes adopteront, enfin l'attitude que les Russes adopteront quant à la conquête des villes, en fait. Le temps, c'est le pire ennemi dans une guerre offensive, et donc les Russes pourraient assiéger les villes, mais ça prendrait du temps.
Le fait de donner l'assaut, par contre, ça serait rapide, mais extrêmement meurtrier. Hein. Les combats urbains, c'est très meurtrier. Et puis, les Ukrainiens ont armé leur population, ils ont armé les civils, et donc, c'est susceptible d'y avoir énormément de pertes civiles et de encore plus braquer l'opinion internationale. Donc, va falloir voir comment ça se goupille. Paradoxalement, le risque le plus important pour les Russes, il est intérieur, en fait. C'est-à-dire que les Russes, ils ont été traumatisés par les 20 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale et le fiasco de la guerre d'Afghanistan. Et il y a déjà eu de nombreuses manifestations dans les grandes villes qui ont conduit à des milliers d'arrestations. Faut noter que les médias russes, d'ailleurs, ils ne parlent pas d'invasion. Hein. Les pertes russes, elles sont méthodiquement éludées dans les médias. Et il y a un fait qui est notable quand même, c'est que la présidente de RT, qui est une chaîne d'État russe, qui est très très fidèle au pouvoir, a dit qu'il y avait beaucoup d'opposition au sein de la population à cette guerre. Et c'est quelque chose d'extrêmement inhabituel, donc ça veut probablement dire qu'il y a une grande part de la population qui est hostile et que les manifestations sont très importantes. Donc ça va être quelque chose à suivre. Mais voilà, après on n'a pas de boule de cristal et ce sont seulement des pistes. Maintenant on va parler, enfin pour finir, des conséquences géostratégiques et économiques de ce conflit. Donc la conséquence la plus prévisible, c'est une détérioration bien sûr durable des relations entre la Russie et les pays occidentaux, surtout si les conquêtes des villes se font dans le sang ou que Zelensky est tué. Il y aura une forte dégradation des relations entre États. Il y aura aussi une forte dégradation de l'image de la Russie dans les populations civiles des pays occidentaux. C'est-à-dire la Russie est largement perçue par le tout un chacun comme une menace. On est des exceptions sociologiques ici. Les gens sont très inquiets de la situation et condamnent très fermement, en général, l'invasion. Donc bien sûr, la Russie elle est présentée dans les médias d'un point de vue manichéen, où on n'explique pas toutes les raisons et les erreurs des deux camps qui ont conduit à cette escalade. Le sentiment anti-russe, il va encore s'exacerber, surtout dans les pays de l'Est. Ces demandes des populations de fermeté, elles influeront sûrement sur l'attitude des dirigeants européens lors des élections, notamment des élections en France peut-être. Et la reprise d'un dialogue constructif entre l'Orient et l'Occident, ça est durablement compromise. Les États-Unis, comme avec la Géorgie, ils ont jamais souhaité vraiment s'impliquer militairement. C'est-à-dire qu'ils ont poussé l'Ukraine à l'escalade, mais donc ils vont sûrement utiliser le martyre de l'Ukraine pour négocier un renforcement de leur position dans les pays baltes, comme je l'ai dit. C'est dans l'optique de leur restructuration, de la restructuration de leur réponse stratégique. Une question importante, c'est qu'est-ce que fera Poutine après? Comme je l'ai dit, si les Russes annexent des territoires qui sont attenants à la Moldavie, il est probable que dans les années prochaines, il y ait une intervention russe là-bas. Les Russes aussi ont été menaçants. Car des pays limitrophes comme la Finlande ont dit qu'ils allaient reconsidérer leur position vis-à-vis de l'OTAN. C'est-à-dire que par exemple la Finlande a une politique de neutralité. Elle ne fait pas partie de l'OTAN, mais elle n'est pas liée de la Russie. Et d'ailleurs, elle craint une invasion russe. Historiquement, à cause de la guerre d'hiver en 39, 40, je ne sais plus. Et donc, par exemple, ils ont toujours la conscription, un service militaire, ils ont une forte armée de réserve, très bien entraînée. La Finlande a dit qu'ils allaient peut-être revenir sur cette neutralité et rejoindre l'OTAN, et la Russie a répondu que ça entraînera une réponse militaire si c'est le cas. Je pense que, pareil, c'est un fantasme que la Russie s'en prenne à des pays de l'OTAN comme la Pologne, la Roumanie ou les pays baltes, tout simplement parce qu'ils savent parfaitement autant l'Ukraine était une ligne rouge pour les Russes, autant les pays de l'OTAN et surtout la Pologne et les pays baltes, c'est une ligne rouge pour les États-Unis et ils n'accepteront jamais ça. Et là, vraiment, pour le coup, on aurait une escalade vers une guerre mondiale. C'est pas ce que les Russes veulent, clairement, ils ne sont pas stupides. Autre configuration
importante. Il s'avère que le gel, s'il s'avère que le gel du projet Nord Stream 2 est durable, alors les Allemands ils devront réorganiser leur approvisionnement en gaz en se fournissant pareil via les États-Unis. Donc ça augmentera encore la dépendance et la soumission de l'Allemagne aux États-Unis. Ou par exemple via le Qatar, mais ça va poser encore des questions de financement des réseaux terroristes par le Qatar, sachant qu'il faudra quand même des investissements sur des années, sûrement des décennies, pour que l'Allemagne soit pleinement indépendante des approvisionnements russes. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire demain. Et d'ailleurs, malgré l'annonce de sanctions, l'Allemagne a annoncé que elle achèterait quand même du gaz russe, parce qu'elle n'a pas le choix, elle ne peut pas se chauffer au feu de bois au bout d'un moment. Il est possible aussi que les pays de l'Est, par la peur d'une invasion russe, achètent de nouveaux matériels militaires, notamment aux Américains, à la France et aux Anglais, et donc ça va être sûrement un regain d'activité pour la vente de matériel militaire. Enfin, on va finir par les conséquences économiques avant de conclure. Donc, normalement, elle devrait se voir dans les semaines qui suivent, moins en France que dans les pays de l'Est, parce que nous, on est beaucoup moins dépendants de la Russie. Va quand même y avoir une augmentation notable des prix du blé, donc des denrées alimentaires de base comme les pâtes ou la farine, les prix vont augmenter. Les prix de l'énergie, de l'essence notamment, vont augmenter en France. Le prix du chauffage et de l'électricité vont énormément augmenté en Allemagne. Les prix des matières premières, de manière générale, je vous ai cité toutes les ressources minières dont disposait l'Ukraine, qui sont très importantes. De manière générale, les prix des matières premières vont exploser, et donc ça va se ressentir notamment sur des produits de haute technologie. Ça va se ressentir sur les prix. Et donc, il va y avoir une aggravation de l'inflation qui était déjà provoquée par la crise Covid, et à noter qu'il est probable, personnellement je le vois venir gros comme une maison si vous me permettez l'expression, mais nos gouvernants vont accuser la Russie d'une inflation qui était déjà amorcée avant même que le conflit commence à cause de la crise Covid et des politiques monétaires qu'ils ont mises en place. Donc on va rapidement conclure quand même. L'Ukraine, c'est un pays qui est lié historiquement à la Russie, avec des liens très forts, leurs histoires s'imbriquent, et la Russie considère que l'Ukraine, c'est sa chasse gardée, que même si c'est un pays souverain, ça ne peut pas être un pays ennemi. Et les Américains le savent très bien, et dans un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, d'ailleurs, il disait que si on enlevait l'Ukraine à la Russie, à cause de la perte de Sébastopol, la Russie perdrait sa puissance. Et bien sûr, c'est le cas, et les Russes ne pouvaient pas accepter ça. On a tenté, via la révolution orange, puis Euromaïdan, de déstabiliser l'Ukraine. On a soutenu l'arrivée au pouvoir de gens qui n'ont fait qu'exacerber les tensions. Et la situation créée par la configuration historique de l'Ukraine, par l'histoire de l'Ukraine, la configuration créée aussi par les erreurs des Russes pendant la période bolchevique, ont conduit à enfermer la Russie dans l'unique possibilité d'intervenir militairement. Et je pense que si on peut tous s'accorder sur quelque chose, c'est que historiquement, des erreurs ont été faites des deux côtés, et que cette situation est tragique. La situation est tragique parce que ça va conduire à beaucoup de réfugiés en Europe, à beaucoup de morts, et que honnêtement, cette guerre, elle aurait pu être évitée. Voilà, donc je peux vous laisser la parole si vous avez pas de questions, on peut entamer une discussion plus libre sur le sujet.